Hello. Top check. Hello. Gross. Okay, Spider-Man. Bonjour à tous, c'est Antoine et aujourd'hui je suis là pour vous parler de Spider-Man et plus précisément du Spider-Man 4 de Sam Raimi qu'on n'a malheureusement jamais vu. Et oui, nous voilà à continuer notre cycle de vidéos autour des projets de films Spider-Man abandonnés. Et justement, de tous ces projets, Spider-Man 4 est celui qui était vraiment à 2 doigts de se faire. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'historique de sa genèse, puis de son annulation, est le plus complet, donc accrochez-vous, on y part. Dans un premier temps, je suis obligé de revenir un instant sur Spider-Man 3. Pour rappel, le film est sorti en 2007, soit un an avant que The Dark Knight et Iron Man n'imposent définitivement le genre super-héroïque comme majeur dans le cinéma hollywoodien. Alors vous le savez sans doute, mais à sa sortie, Spider-Man 3 a pas mal déçu, mais ça ne l'a pas empêché d'être un méga carton au box-office avec près de 900 millions de dollars de recettes, sans compter l'inflation, parce que sinon ça veut dire qu'il a largement dépassé le milliard. Bon, je suis pas là pour déclencher un débat sur la qualité de Spider-Man 3, même si ça met à l'amende les 3/4 des prods du MCU, mais ça bon, vous n'êtes pas encore prêt à l'entendre. En tout cas, le problème évident de Spider-Man 3, qui a été maintes fois évoqué, c'est qu'il y a trop de méchants. Et ça, c'est dû à une chose très simple. À la base, Sam Raimi voulait centrer le film sur Harry Osborn et sur l'Homme Sable, ce qui se sent d'ailleurs étant donné qu'il a droit à la plus belle scène du film lors de sa naissance. D'après le scénariste Thomas Hayden Church, le film se serait juste permis un petit teasing en faisant apparaître le vautour au début et à la fin du film, dans l'optique d'en faire le grand méchant de Spider-Man 4. Mais le truc, c'est que le producteur Avi Arad, dont on a déjà maintes fois rappelé le cynisme et la médiocrité, a eu la pire réflexion possible, qui pollue d'ailleurs la plupart des films actuels. Il faut écouter les fans. Du moins, c'est ce qu'il a dit à Sam Raimi en expliquant que ce que les fans attendent, c'est Venom, et pas de bol, c'est ce qu'il y a de plus raté dans le film. Néanmoins, ça n'a pas démotivé Raimi, qui avait au contraire encore plus envie de faire Spider-Man 4, pour avoir sa revanche et faire le meilleur volet de la saga possible. Mais ça veut dire avoir un très bon scénario et le méchant parfait, et malheureusement c'est là que les choses se compliquent. Au début de la pré-production, plusieurs possibilités ont été envisagées à ce sujet. Sam Raimi a annoncé en interview qu'il aimait beaucoup Electro, les Sinister Six et même que le lézard était l'un de ses personnages préférés. Et si vous avez déjà bien vu les premiers Spider-Man, eh bien le lézard apparaît déjà dans la trilogie, quand il est encore le docteur Connors, l'un des profs de Peter, incarné par Dylan Baker. Et pour Raimi, c'était une super idée de voir un personnage tertiaire évoluer de la sorte. Et d'ailleurs, le lézard a même un temps été envisagé comme le méchant de Spider-Man 2, comme l'ont montré certains concept art. Mais Sam Raimi a toujours dit en interview avoir retenu la leçon de Spider-Man 3 et que le plus important, et je le cite, c'est que Spider-Man 4 se concentre sur le périple du personnage pour en arriver au vilain adéquat. Ironiquement, Raimi voulait mettre ça en scène dans la séquence d'introduction, qui aurait été un montage dynamique où l'on suit le quotidien de justicier de Spider-Man. On l'aurait vu arrêter coup sur coup des méchants comme le Shocker, le Rôdeur, le Rhino, Mysterio ou encore l'Homme aux échasses parce que pourquoi pas, histoire de bien éloigner les méchants de seconde zone, n'est-ce pas Marvel Studios ? Pour la petite blague, l'artiste Jeffrey Henderson a dévoilé pas mal de storyboards du film, et notamment de cette séquence. Il aurait semblé que Mysterio aurait été joué par Bruce Campbell, l'acteur culte de Sam Raimi qui fait déjà des caméos dans la trilogie. Bon, même si entre-temps l'acteur a démenti l'information, mais il aurait pu juste ne pas avoir été mis au courant. En tout cas, au fil de l'avancée du projet, Sony et Sam Raimi ont fini par se tourner vers le vautour comme méchant principal. Plusieurs acteurs étaient en lice, dont Ben Kingsley, mais c'est finalement John Malkovich qui s'est vu confier le rôle d'Adrian Toomes. Alors forcément, si vous pensez à la version MCU du personnage par Michael Keaton, vous vous dites peut-être que le vautour n'est pas un choix de méchant incroyable. Mais Raimi voulait le rendre vraiment très dangereux, et il a même déclaré en interview qu'il voulait en faire l'adversaire le plus redoutable que Spider-Man n'ait jamais affronté de toute la franchise, saluant au passage la capacité de Malkovich à évoquer la crainte et l'effroi dans son jeu d'acteur. Bon, et même si tout ça ressemble à du discours promo, on a bien envie de croire Raimi au vu des storyboards et de leur version animée qu'on peut désormais trouver en ligne. Parce que les animatics sont très brutaux, et notre cher homme araignée en prend plein la gueule en étant traîné le long d'une façade d'immeuble et en étant transpercé par les lames du vautour. Et enfin, il est bon de préciser que Black Cat a également été envisagé pour rejoindre ce roster. Enfin, pour être plus précis, le personnage de Felicia Hardy devait être présent, mais elle aurait été la fille du vautour et serait devenue une nouvelle super vilaine, Vulturess. Et ce qui est rigolo, c'est que le choix de Sam Raimi pour le rôle s'était porté sur Anne Hathaway. Si l'actrice n'a finalement pas joué Black Cat, elle ne s'en est pas totalement éloignée en ayant le rôle de Catwoman dans The Dark Knight Rises quelques années plus tard. Du coup, en vous disant tout ça, on pourrait penser que Spider-Man 4 était sur la bonne voie. Ce qui est sûr, c'est que Sony était chaud bouillant puisqu'en 2009, le studio a annoncé fièrement que le film sortirait aux États-Unis le 6 mai 2011. Un jeu vidéo avait même été mis en production en parallèle, au point qu'on peut là encore trouver quelques archives fuitées sur le net avec les bases du gameplay. Sauf qu'en 2010, le film n'était toujours pas entré en tournage, tout simplement parce que Sam Raimi n'était pas satisfait du scénario. Et ça c'était un problème puisque Sony avait embauché un certain James Vanderbilt à l'écriture, qui devait s'occuper de Spider-Man 4, mais aussi du 5
et du 6. Et après le rendu d'un traitement complet, Raimi a voulu aller dans une autre direction et a fait venir d'autres scénaristes pour reprendre le navire. Malheureusement, c'est là que Spider-Man 4 coule, puisque l'écriture piétine et Sony ne peut pas se permettre d'attendre plus longtemps à cause des conditions de ses droits sur la franchise. Alors vous le voyez peut-être maintenant que Spider-Man est plus ou moins dans le MCU, mais Sony s'accroche à l'homme araignée comme on s'accroche à la vie, et pas seulement parce que notre éjaculateur préféré rapporte beaucoup d'oseille. Pour vous la faire courte, Marvel allait assez mal dans les années 90 et a revendu à divers studios de cinéma les droits d'adaptation de ses personnages. Ça a éparpillé les franchises, et c'est pour ça qu'il a fallu attendre le rachat de Marvel par Disney pour commencer à rassembler tout ce beau monde. Du coup, le problème avec Spider-Man, c'est que Sony est contractuellement obligé de produire très régulièrement des films autour du personnage, sans quoi les droits reviennent à Marvel. Maintenant que No Way Home a rapporté près de 2 milliards de dollars, vous comprendrez pourquoi Sony envisage en permanence un plan de secours. En gros, si vous trouviez ça abusé que The Amazing Spider-Man sorte à peine 5 ans après Spider-Man 3, et ben c'est pour ça, parce que face aux ambitions de Sam Raimi, Sony a toujours eu un plan B, à savoir un reboot dont l'écriture a été confiée, je vous le donne en mille, à James Vanderbilt. Bah oui, parce que depuis tout à l'heure, je vous parle de projets autour du Lézard, d'Electro ou des Sinister Six, mais en fait Vanderbilt a toujours su qu'il recyclerait l'architecture de ses traitements pour de potentiels autres projets Spider-Man, et c'est ce qui est arrivé au final. Bon, dit comme ça, on aurait tendance à croire que Sony l'a faite à l'envers à Sam Raimi, mais pas mal d'articles prouvent désormais l'inverse. A vrai dire, l'annulation de Spider-Man 4 est aussi triste qu'anti-spectaculaire, parce qu'elle s'est faite d'un commun accord. Dans une interview pour Vulture en 2013, Sam Raimi a expliqué que tout n'était qu'une question de deadline et que le scénario n'était pas au niveau de ce qu'il espérait. Il voulait que ce soit le meilleur film de la saga, et comme c'était impossible en 2010 vu l'état d'avancée du projet, il a gentiment dit à Sony qu'il valait mieux ne pas aller plus loin. Toujours d'après lui, la productrice Amy Pascal, qui est notamment responsable de tous les films Spider-Man, l'aurait remercié de ne pas avoir gâché l'argent du studio et d'avoir été honnête. En fait, il est tristement révélateur que l'une des premières grandes sagas de super-héros modernes se soit stoppée à cause d'un manque de temps pour assurer la qualité du produit fini. À l'heure où le MCU torche ses productions en moins de 2 ans pour s'accorder à son rythme de sortie infernal, on apprécierait presque que Spider-Man 4 n'ait pas été réalisé par-dessus la jambe pour coller à un calendrier. Reste juste à espérer maintenant que le carton interstellaire de No Way Home ne donne pas trop de mauvaises idées à Sony, surtout maintenant que les fans chouinent avec des hashtags pour revoir Tobey Maguire et Andrew Garfield. Parce que comme le disent les meilleurs tueurs en série, la plupart du temps ça ne sert à rien de déterrer les cadavres, à part pour les violer. Voilà, c'était notre vidéo sur la production avortée de Spider-Man 4, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à partager comme d'habitude, mais aussi à vous abonner au site Écran Large. Et oui, puisqu'on propose un abonnement qui vous permet d'avoir accès à des articles exclusifs tous les mois. On y cause de manière approfondie de plein de films aussi cool que variés, comme Phantom of the Paradise ou Ken Park. Le lien vers cet abonnement est en description et on vous dit à la semaine prochaine pour la dernière partie de notre cycle sur les Spider-Man jamais faits. Ciao!